Encore du Condorcet? D'accord. La gauche, la gauche, la gauche, De gauche. de gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, La gauche. la gauche, La gauche. la gauche. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de Condorcet, grand scientifique, grand philosophe du siècle des Lumières. Et bien aujourd'hui, on va voir qu'il a aussi été un grand homme politique lors de la Révolution française. La grande particularité de Condorcet, et ce qui le différencie des autres philosophes des Lumières, c'est qu'il va être un intellectuel engagé, 100 ans avant que le concept ne voie le jour. La plupart des Lumières vont en effet principalement rester à la pensée, à la théorie, quitte parfois même à avoir des vies à l'opposé de ce qu'ils défendent, tels que Rousseau ou dans une moindre mesure Voltaire. Condorcet, lui, va vraiment intégrer ces deux aspects, le philosophe qui réfléchit à des principes et l'homme politique qui lutte pour les faire appliquer. Ça vient évidemment en partie de son âge. Alors que Voltaire, Rousseau, d'Alembert sont morts avant la Révolution, lui, il a 46 ans en 1789, l'âge de jouer l'un des premiers rôles. Lorsque la Révolution éclate, Condorcet jouit déjà d'une grande autorité morale. On voit en lui le dernier des encyclopédistes, voire le dernier des Lumières. Pourtant, il ne réussit pas à se faire élire aux États généraux, ni par le tiers-état parce qu'il est marquis, ni par l'aristocratie qui lui reproche ses idées trop proches du peuple. Il ne participe donc pas aux événements de l'été 1789, et il n'est élu qu'en septembre et encore à la municipalité de Paris. À la tribune, il se rend vite compte qu'il ne dispose pas des talents d'orateur suffisants pour manœuvrer une assemblée. Sa force, c'est sa réflexion, ce sont ses écrits, et il se rend compte que malheureusement, les assemblées sont plus influencées par les tribuns que par les philosophes. Vous remarquerez que c'est encore le cas aujourd'hui. Au cours des premiers mois de la Révolution, il va donc surtout utiliser son influence auprès de ses amis qui, eux, y sont pleinement engagés, et au premier rang desquels se trouve Lafayette. Parmi toutes les réformes que Condorcet va proposer, on notera, bien que ce ne soit pas sa proposition la plus forte, l'impôt personnel, dont les fondements rappellent un peu l'impôt sur la fortune. Ce qui est marquant, c'est que, fidèle à son rôle de précurseur, Condorcet devient l'un des premiers à évoquer la mise en place d'une république. Il y pensait dès avant la Révolution, mais c'est en particulier en 1791, après la fuite de Louis XVI stoppée à Varennes, que sa réflexion aboutit. Son salon devient le foyer de la République, alors que la France, et même l'Assemblée constituante, est encore largement monarchiste. Le 8 juillet 1791, il donne ainsi un discours sur la République devant 2000 personnes. Alors que les politiques, y compris Robespierre, n'osent pas prononcer le mot, un homme, Condorcet, le dernier encyclopédiste, le plus grand penseur de l'époque, prend tous les risques et énonce que la liberté est républicaine. Son discours rencontre un succès certain, du fait de son autorité morale, mais il devient l'ennemi à abattre des monarchistes. Sa femme et lui subissent pendant les semaines qui suivent sa déclaration les insultes les plus basses. C'est notamment la rupture totale avec Lafayette. En septembre 1791, ça fait 2 ans que Condorcet influence la vie politique sans y prendre réellement part. Mais l'Assemblée constituante est dissoute et l'Assemblée législative doit être élue. Et les membres de la constituante sont inéligibles sur la proposition de Robespierre. Ça laisse plus de place aux autres. Condorcet est donc enfin élu et va pouvoir prendre les choses en main. La seule contrainte pour lui est de s'engager à respecter la constitution fraîchement adoptée, ce qui revient à accepter la monarchie. Mais il estime qu'il pourra plus facilement changer les choses de l'intérieur que de l'extérieur. Député, il devient secrétaire puis vice-président puis président de l'Assemblée législative. Il y siège avec les Girondins et devient l'un des ennemis de Robespierre. Agir à l'Assemblée législative, quand on est un penseur, c'est pas super évident. Par exemple, alors que Condorcet est pacifiste, il est néanmoins contraint de défendre la guerre contre les puissances étrangères qui menacent la Révolution. Bon, il va essayer de compenser en rédigeant en parallèle une déclaration de paix au peuple, assurant que la France ne se livrerait plus à aucune guerre de conquête et qu'elle n'emploierait jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Autre exemple de la difficulté pour lui à agir, il conçoit également un rapport sur l'instruction publique qui dessine ce que sera l'école républicaine. Universelle, gratuite, qui respecte l'égalité des chances, politiquement neutre, laïque, identique pour les femmes et les hommes, une révolution, sans jeu de mots. Malheureusement, ce rapport voit le jour à une période où les relations entre le roi et l'Assemblée occupent tous les esprits, et il n'aboutira à rien. Son pouvoir grandira néanmoins, et il deviendra quasiment l'équivalent du chef de gouvernement lorsqu'il deviendra président d'une commission extraordinaire chargée de remplacer les ministres que le roi refuse de nommer.
Mais il est incapable de contenir l'insurrection qui va mener à la Seconde Révolution, le 10 août 1792. Trop légaliste, il refuse en effet de prononcer la déchéance du roi, et il reste fidèle à la Constitution, avec laquelle il était pourtant pas d'accord au départ. Par la suite, il aura une réaction assez tiède et tardive sur les massacres de septembre 1792 qui visent les soi-disant complotistes qui voudraient faire perdre la guerre à la France et réinstaurer la royauté. Lorsqu'à la fin septembre 1792, l'Assemblée législative laisse place à la Convention, Condorcet est à nouveau élu et il en devient même président. On pourrait croire que son pouvoir devient particulièrement important, mais en fait, il va s'étioler jusqu'à disparaître. Il y a une raison très simple à ça. Sous l'Assemblée législative, on se combattait entre révolutionnaires et partisans du roi. Mais à la Constituante, il n'y a plus que des révolutionnaires. Condorcet propose donc de faire la paix et une grande union. Mais ses copains de la législative, les Girondins, ne sont pas du tout d'accord. Et ils ne veulent qu'écraser les montagnards de Robespierre, Danton et Marat. Donc Condorcet va s'éloigner progressivement de ses amis, et dans les votes, il se retrouve finalement plus souvent sur les positions de la montagne, et notamment de Danton. Il n'est donc plus un Girondin, mais n'est pas vraiment non plus un montagnard. Il est difficile quand on est tout seul d'avoir une véritable action à la Convention, de la même manière qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui. D'autant que les événements vont une nouvelle fois venir bousculer ses plans. Il a été désigné pour rédiger la nouvelle Constitution de la République, une activité faite pour lui, le philosophe des Lumières, et à laquelle il passe tout son temps. Le projet extrêmement complet auquel il aboutit contient des propositions très innovantes. C'est d'ailleurs lui qui défendra le premier une sorte de RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais voilà, quand il présente son projet, le procès de Louis XVI vient écraser toute l'actualité. À ce moment de la Révolution, on sent la fracture irrémédiable qui s'est creusée entre le côté irrationnel des révolutionnaires et à l'inverse, le mode de pensée de Condorcet. Pour preuve, son intervention lors du vote sur la condamnation à mort du roi. Sans se prononcer sur le cas particulier de Louis XVI, il fait un grand plaidoyer contre la peine de mort, tout à fait déconnecté de l'époque. Pour cette raison, sa position devient de plus en plus compliquée à assumer, et son projet de constitution n'est même pas étudié. La guerre entre Girondins et Montagnards fait rage, et sa constitution est considérée trop girondine. Les montagnards décident de rédiger un nouveau projet que Condorcet ressent comme une insulte. Sa constitution, c'est un peu le projet de sa vie. Il y a mis toute sa pensée, il y a travaillé jour et nuit pendant des mois, et la constitution adoptée par les montagnards a été écrite en une semaine, et comporte de grosses lacunes. C'en est trop pour Condorcet, qui attaque ce projet à la tribune, sous-entendant même que l'objectif des montagnards est de préparer le terrain pour un nouveau roi, ce qui relève presque de la désinformation, il faut le reconnaître. Bref, la rupture est consommée, et les montagnards, qui sont pas les plus rigolos ni les plus tolérants de la Convention, finiront par voter son arrestation. Il s'enfuit et vit au cours des 5 derniers mois de sa vie, caché. Il en profite pour rédiger l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit, dont je parlais dans la vidéo précédente. Au bout de 5 mois, une nouvelle loi passe, condamnant à mort les personnes qui hébergent les hors-la-loi. Pour éviter de mettre en danger la femme qui l'héberge, Condorcet quitte sa cachette. Il finit par être arrêté sans être reconnu, en utilisant un faux nom, Pierre Simon. Il meurt 2 jours plus tard en prison, peut-être d'apoplexie, peut-être de suicide au poison, on ne saura jamais. Son corps rejoint anonymement une fosse commune, à Bourg-la-Reine, et ne sera jamais retrouvé. Il faudra même plusieurs jours pour qu'on apprenne qu'il s'agissait en fait de Condorcet. Voilà comment disparut le dernier encyclopédiste, l'un des derniers représentants du siècle des Lumières, l'un des grands mathématiciens, philosophes, hommes politiques de l'histoire de France. Ces 2 vidéos sont un peu longues, mais si vous voulez en savoir encore plus sur Condorcet, et je vous y invite, je vous recommande très vivement le livre d'Elisabeth et Robert Badinter. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'une figure très importante à laquelle la France et la gauche doivent beaucoup. Et je trouve dommage qu'on ne le connaisse pas assez. Oui, j'aime Condorcet. Si vous aussi vous l'aimez, vous pouvez laisser un pouce bleu sous cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour rester au courant des prochains épisodes.